La France subit sa 5e vague et l'assaut du variant Omicron dont on ne sait pas grand-chose, si ce n'est qu'il est sans doute plus contagieux. Ces derniers temps, Emmanuel Macron, il bat le rappel pour la 3e dose. Est-ce que vous vous dites, très bien, c'est une bonne mesure, ou est-ce qu'au contraire, vous vous dites, il ferait mieux peut-être d'offrir davantage de doses aux pays pauvres ? Justement, moi je dis qu'il ne faut pas opposer l'un et l'autre. C'est tout aussi indispensable d'offrir une 3e dose et malheureusement les scientifiques vous expliquent que des doses, il va en falloir très régulièrement pour se protéger de ce virus, ici, que de faire en sorte que soient répartis les traitements et les vaccins à l'autre bout du monde. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est le variant Omicron ? C'est exactement ce que les ONG avaient annoncé depuis des mois et des mois, c'est-à-dire que si on ne traite pas la pandémie, y compris dans les pays les plus pauvres, se développent là-bas de nouveaux variants qui nous reviennent en boomerang. Donc on ne sera pas à l'abri tant qu'on ne sera pas à l'abri partout. Et c'est pour cela que nous plaidons à nouveau, par exemple, pour que soient levés les droits de propriété intellectuelle sur les vaccins. Ça fait 1 an que cette demande est sur le tapis, notamment portée d'ailleurs par l'Afrique du Sud. Il y a quand même une certaine ironie du sort aujourd'hui, et l'Inde, au sein de l'Organisation mondiale du commerce. Or, nos États riches, jusqu'à présent, franchement, renaclent, freinent des pieds, et malgré des annonces très enthousiasmantes, très ambitieuses sur le vaccin qui doit être un bien commun mondial, la réalité... On n'avance pas sur ce dossier. On n'avance pas. Votre ONG One, elle a lancé aussi une grande consultation citoyenne sur l'extrême pauvreté dans le monde. En fait, si je résume, vous demandez aux Français de faire des propositions pour lutter contre cette pauvreté. Après, qu'est-ce que vous allez en faire de ces propositions ? Mais vous savez, je ne suis pas la seule à le constater. Franchement, il y a une pauvreté du débat public en ce moment, et notamment dans cette pré-campagne présidentielle, qui est hallucinante. Le pacte du pouvoir de vivre que vous connaissez, qui est constitué lui-même de plusieurs ONG, a fait une estimation, par exemple, des derniers débats primaires du côté des Républicains. Et vu que sur 9 heures de débat, 2 minutes 20 avaient été consacrées, par exemple, à la question de la pauvreté, 3 minutes à la question du logement. Dans un pays dans lequel de plus en plus de Français eux-mêmes souffrent de précarité énergétique, de difficultés d'accès au logement, etc. Et justement, cette grande consultation, elle doit vous amener où ? Le sujet, c'est de dire les citoyens ont leur mot à dire pour peser dans le cours des débats de la présidentielle et pour dire ce qui leur importe. Et donc, lutter contre la pauvreté, que ce soit d'ailleurs ici en France ou à l'autre bout du monde, parce qu'encore une fois, il y a une telle interdépendance que ce qu'on ne traite pas dans les pays les plus pauvres nous revient de toute façon à chaque fois. C'est un sujet qui doit faire partie de la campagne présidentielle. Donc la consultation est lancée sur le site mec.org, qui est une plateforme de civic tech, où chacun peut aller donner ses idées pour contribuer à la réflexion, comment on met fin à l'extrême pauvreté, comment on lutte contre les inégalités mondiales. Et à partir de là, nous tirerons 15 propositions que nous présenterons aux candidats à la présidentielle en faisant en sorte qu'elles soient reprises pour une large part, évidemment, par ceux d'entre eux qui prétendent accéder au pouvoir suprême. Et je donne, juste le nom du site, le nom de la consultation pour qu'on la retrouve facilement. C'est Stop Pauvreté en un seul mot. .mec.org. Le message est passé ce matin. Merci. Hier soir sur France Info, Aurélie Filippetti, l'ancienne ministre socialiste de la Culture, a déclaré avoir été sanctionnée après avoir refusé des avances de Jérôme Cahuzac. Les faits se seraient déroulés, selon elle, avant que les 2 élus ne deviennent ministres. Elle assure par ailleurs avoir prévenu François Hollande, qui ne la croyait pas. Est-ce que vous étiez au courant ? Je vous avoue que je découvre ça en vous écoutant. Non, j'étais absolument pas au courant et je n'étais pas du tout informée. J'ai même pas vu son interview. Est-ce que vous-même, dans le cadre de vos activités politiques, vous avez été soumise à ce type de procédé, d'expérience avec des hommes politiques pressants, voire plus ? Non, mais si votre question plus généralement porte sur la libération de la parole à laquelle on assiste en ce moment, moi je tiens à dire, comme je le dis à chaque fois, que c'est une bonne chose. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, au fond, cette libération de la parole, elle permet de passer du statut de fait divers à un statut de fait social. Quand vous avez une multitude de femmes qui viennent vous raconter, vous expliquer que chacune dans son coin, dans des classes sociales très différentes, dans des contextes très différents, elles ont vécu ce type d'agression, au bout d'un moment, chacune finit par comprendre que c'était pas de sa faute, que c'était pas lié à la façon dont elle était vêtue ou pas vêtue, à ce qu'elle a dit ou pas dit, à son comportement.
mais simplement que c'est un fait social. Une espèce de tolérance qui, évidemment, dure depuis des siècles, à ces agressions, ces micro-agressions parfois, ou ces maxi-agressions souvent aussi. Et à ce titre-là, le hashtag MeToo politique, c'est une bonne chose. Est-ce que c'est aussi une bonne chose qu'Annick Jadot ait décidé de mettre en retrait son porte-parole, Mathieu Orphelin, qui était un très proche de Nicolas Hulot? Pour vous, il faut faire figure d'exemple. Je ne souhaite pas m'exprimer sur les cas individuels parce que très franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que Mathieu Orphelin savait, ne savait pas. Ce que je dis, c'est plus sur le plan des principes. Il ne faut pas voir d'un mauvais œil le fait que des femmes prennent leur courage à plus que demain, parce que c'est tellement dur à faire, et s'expriment aujourd'hui, et même s'expriment des années après. Parce que ce qui est en train de se produire dans notre société, et dans beaucoup de sociétés autour de nous, c'est finalement une forme de révolution intérieure sur ces questions-là. Une révolution qui a pour effet, pas simplement de libérer d'un poids les femmes qui enfin racontent tout cela, mais aussi d'interroger les hommes. Et de les interroger, y compris quand ils pensaient être bien fondés à agir comme ils l'ont fait, parce que c'était la culture, parce que c'était les mentalités. Eh bien, la culture et les mentalités, ça se change. Et donc, j'espère que le temps de ce changement est venu. Un mot sur la campagne d'Anne Hidalgo, qui continue de patiner. Comment vous l'expliquez ? Est-ce que d'ailleurs, vous êtes un peu impliqué dans cette campagne? Est-ce qu'on vous demande des conseils? Est-ce que vous êtes consulté? Alors, moi, comme vous l'avez dit en introduction, je dirige une ONG. Donc, je m'adresse à tous les candidats à la présidentielle, surtout dans cette année de campagne, d'ailleurs, où nous allons porter un certain nombre de sujets auprès d'eux, et notamment sur les questions de coopération et de solidarité internationale. Nous attendrons d'eux qu'ils soient plus ambitieux que... Mais sur Anne Hidalgo précisément, comment vous expliquez sur la candidature, cette candidature et cette campagne qui patine? Mais moi, vous savez, je vous écoutais ce matin en arrivant ici évoquer la candidature d'un autre potentiel candidat, en l'occurrence, qui devrait s'exprimer aujourd'hui. J'ai envie de vous dire que, vous savez, les récits autour des candidats, à plusieurs mois avant l'élection présidentielle, on sait ce qu'ils valent. Et ça vaut pour celui qui compte s'annoncer aujourd'hui. Il sort de l'ambiguïté, est-ce que c'est une bonne chose ? Il sort de l'ambiguïté dans un contexte où, par ailleurs, la baudruche se dégonfle quand même pas mal et a raison. Et je pense vraiment que les jeux sont très, très loin d'être faits. Ce que je constate, en tout cas avec la candidate Hidalgo que vous venez d'évoquer, c'est qu'elle est dans un parcours plutôt sérieux, plutôt de profondeur, qui consiste pour elle à aller partout à travers le pays, tout simplement écouter les gens, tout simplement, pour proposer des solutions qui aient une efficacité réelle. Et je pense que la campagne présidentielle, on en reparlera à partir du début de l'année 2022. Najat Vallaud-Belkacem, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous ce matin.